Bonjour Luc. Bonjour Thierry. Je devrais dire bonsoir, non? Quelle heure est-il à Palo Alto? 1h26. 1h26. Bon, un grand merci d'être avec nous. Luc, on se connaît bien. C'est vrai que ton livre dont tu as parlé, Julia, a eu un certain retentissement en France, hein, et d'ailleurs un peu partout, puisqu'on en parle beaucoup. L'intelligence artificielle n'existe pas. Où on en est aujourd'hui de l'IA? Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec l'IA aujourd'hui? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on pourra faire dans les prochaines années qui sera bien Bonjour, pour les humains, puisqu'on sait qu'il y a un vrai sujet j'ai oublié sur mon masque. l'intelligence artificielle. Où on en est alors? Alors, où on en est? C'est relativement simple, hein. Déjà, on peut expliquer d'où vient le titre du bouquin. On n'en est pas là où on pense qu'on en est, où on dit qu'on en est dans les médias, on va dire. D'accord? L'intelligence artificielle, ce n'est pas Hollywood, c'est pas du cinéma, c'est pas quelque chose qui peut faire peur. Enfin, ça peut faire peur, mais c'est pas aujourd'hui quelque chose qui est Terminator. C'est pas des choses comme ça. D'abord, ce sont des IA, ce sont des multiples IA, de multiples outils. D'accord? Donc, où on en est aujourd'hui, on a pu développer dans tous les domaines, comme on vient d'en parler juste avant, hein, dans tous les domaines, on peut mettre de l'IA. Parce que l'IA, c'est quoi? Ça va être des méthodes très très pointues, donc qui nous permettent de résoudre des tâches très spécialisées. D'accord? Donc, moi, je suis contre parler de l'intelligence artificielle parce que nous sommes des êtres intelligents qui sont des êtres globaux. On peut faire des choses absolument extraordinaires dans tous les domaines possibles et imaginables. Même si on n'est pas des spécialistes, on arrive à faire des choses. Les IA, elles sont spécialisées et elles font des choses fantastiques dans des domaines que nous contrôlons et on décide de les utiliser comme on veut. Donc ça, c'est un point sur lequel on verra certainement. Mais bon, aujourd'hui, on en est dans tous ces domaines, quels qu'ils soient, alors que ce soit dans la médecine, que ce soit dans les transports, que ce soit dans l'industrie, on a donc des IA qui font des tâches que nous, on n'a pas envie de faire, ou qui sont très, très répétitives, ou très demandant énormément de capacité de calcul que nous n'avons pas. On utilise ces machines pour faire ça à notre place, mais encore une fois, dans des domaines excessivement pointus et spécifiques. Alors, les deux grands enjeux du moment, on le sait, hein, c'est la transition numérique et c'est la transition environnementale, écologique. Bon. Comment l'IA peut jouer un rôle dans ce travail contre le réchauffement climatique ou plus généralement sur le sujet de la sobriété numérique? Ouais. Alors l'IA, c'est un peu embêtant parce que l'IA est excessivement consommatrice d'énergie. D'accord? Donc un des problèmes qu'on a et qu'il faut qu'on réalise, et malheureusement là on vient de parler beaucoup de data center et du fait que ils se multiplient, ils grossissent, etc. Ils grossissent à cause du big data, à cause du fait que l'IA a besoin de big data. Quand vous entendez parler de machine learning et de deep learning, ça nécessite des quantités de données absolument fabuleuses, énormes. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est faire très, très attention et comprendre déjà que ces datas, quand elles arrivent dans les data centers, il faut les stocker, il faut les répliquer, il faut après calculer dessus. Ce sont des milliers de machines dans ces data centers qui travaillent et qui consomment énormément. Donc, l'IA est consommatrice de beaucoup d'énergie. Malheureusement, ces data centers, ils sont en général loin des yeux, loin du cœur. Donc, on ne se rend pas compte de cette énormité, en quelque sorte, parce que c'est une sorte d'aberration. Ceci dit, ces calculs et donc ces outils qu'on peut créer peuvent être aussi des outils qui vont permettre de comprendre comment diminuer les consommations dans les divers domaines dont on a parlé avant, que ce soit dans le domaine ce qu'on appelle les smart cities, par exemple, ou dans le domaine de la voiture, ou dans les domaines de la maison tout court. On peut très bien imaginer, et on voit déjà, que l'IA permet effectivement de faire des économies. Ce qu'il y a, c'est que si une IA fait des économies, mais qu'elle consomme plus que ce qu'elle permet Ouais, ça n'a plus de aucun intérêt. sauvegarder, ça n'a effectivement aucun intérêt. Donc il faut comprendre, donc il faut réaliser tout ça, mais je suis sûr qu'on va pouvoir définir des outils d'IA qui vont être pas sobres, parce qu'ils ne seront jamais sobres à cause de La l'IA elle-même, consommation de data. qui est basée sur la consommation de data, mais qui permettra de sauvegarder dans certains domaines. Tu as récemment changé de job. Tu as quitté ton poste de vice-président innovation de Samsung Mondial pour rejoindre un grand groupe français.
comme le soulignait Nicolas Glady en introduction. Le groupe Renault, donc Renault Group, où tu deviens directeur scientifique de Renault Group. Qu'est-ce qui a guidé ton choix et qu'est-ce que l'IA va apporter à la voiture de demain? Alors, ce qui a guidé mon choix, c'est que bon, moi, ça fait 30 ans presque que je suis dans la Silicon Valley. J'ai quelque part envie de rendre quelque chose à la France, cette France extraordinaire qui permet de former des talents fabuleux. Hein. On aime bien se flageller et se dire qu'on est nul, mais en fait, on est une nation extraordinaire. Quelqu'un avant moi a dit qu'on formait des ingénieurs fabuleux, extraordinaires, etc. C'est vrai. Je veux dire, et je le vois tous les jours dans la Silicon Valley. Il y a 55 000 Français qui travaillent ici parce qu'ils ont des talents, du talent. Et ces talents, on peut les avoir aussi en France, et on les a en France aussi. Et moi, je reviens pour apporter un peu un nouveau souffle dans la compagnie Renault, en l'occurrence, pour pouvoir effectivement essayer d'insuffler encore plus d'IA dans ce qui est fait aujourd'hui. Donc les véhicules, qu'on dit autonomes ou pas, ça on pourra en parler plus tard, mais il y a plein d'IA potentiels à mettre dans ces voitures, que ce soit dans le cockpit lui-même, avec la relation avec le véhicule, la relation avec ce qui peut se passer dans le cockpit, mais aussi évidemment autour de la voiture elle-même, enfin, le fait que la voiture est dans son environnement, il faut qu'elle détecte, si elle est un peu autonome, ce qui se passe autour. Donc l'IA est partout dans la voiture, l'IA est partout dans la communication entre les voitures. On parlait de 5G aussi. La 5G peut être excessivement importante dans tout ce qui est relation de véhicule à véhicule, comme on dit. Et donc, c'est un champ complètement ouvert, complètement nouveau pour Renault. Alors évidemment, quand on essaye de se comparer avec des compagnies de la Silicon Valley comme Tesla ou Lucid ou des compagnies comme ça, on voit qu'on a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Alors, c'est intéressant le choix que tu as fait parce que la question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi avoir décidé, en accord avec Luca De Meo, le nouveau CEO de Renault Group, de piloter l'ensemble de ces recherches et de ces technologies de la Silicon Valley. Bah, c'est pas vraiment un choix, c'est parce que j'habite dans la Silicon Valley. Je vais passer beaucoup de temps en France parce que, comme j'ai dit, bah, je vais venir, porter ce souffle un peu. Mais pour porter ce souffle, il faut que je le garde aussi. C'est-à-dire que, je dois toujours m'inspirer et regarder ce qui se passe ici, hein. La vérité, c'est que, il y a cet esprit, ce que j'appelle l'esprit de la Silicon Valley, qui est toujours présent, hein, qui est, un esprit, multidisciplinaire, multiculturel, enfin quelque chose qui est impossible à répliquer où que ce soit. D'accord. Donc ça, moi, je m'inspire de ça. C'est ce qui me donne une force d'innovation. Et c'est cette innovation qui permet des rapports concupiscents entre l'homme et les technologies. D'accord. Donc ça, c'est ça qui me porte. Et donc, quand je me retrouve chez Renault et en France, je peux aussi apporter cette vision, cette excitation, parce que bon, vous comprenez juste quand je parle que je suis excité en permanence. Tu viens de le dire hein, auparavant, et tu l'as souvent exprimé dans les interviews. Je te cite, tu dis nous avons en France les meilleurs ingénieurs du monde et l'école française de mathématiques est parmi les plus reconnues mondialement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette reconnaissance, j'allais dire cette excellence dans les formations d'innovation technologique, elle ait un impact technologique, des réussites, que ce soit dans des startups ou dans les grands groupes? Euh, Comment se fait-il qu'on n'ait pas forcément toujours pris ce chemin-là jusqu'à présent? Et qu'est-ce qui pourrait faire que cette excellence scientifique, elle se traduise dans des résultats concrets business? Alors moi, je suis pas un business guy, hein. J'ai monté des boîtes, j'ai fait des trucs rigolos, mais je suis pas fondamentalement un business guy. Alors j'ai des idées, j'ai des trucs, j'ai des sentiments, on va dire. Donc il faut comprendre quand même qu'en France, il s'est passé quelque chose dans ces 10 dernières années, qui permet de montrer qu'on a ces capacités. Peut-être qu'on avait un peu oublié tout ce qui est innovation et tout ce qui est, tout ce qui est, vraiment cette capacité qu'on a parce que les gens, quand ils sortaient les élèves des grandes écoles de mon temps, on va dire, quand ils sortaient de l'école, ils avaient leur voie toute tracée dans les grosses administrations, dans les grandes administrations ou dans les grosses boîtes. Depuis 2012, depuis 2013, depuis que Fleur Pellerin a lancé la French Tech, on a redonné l'envie d'innovation, l'envie d'entrepreneuriat en quelque sorte. Et donc on voit se diffuser toutes ces startups avec ces innovations, avec ces idées qui arrivent. Maintenant, on dit que 50% des élèves des grandes écoles ont envie soit de créer, soit de rejoindre des startups avant de continuer leur carrière peut-être dans les grands groupes. Donc ça, je trouve ça excessivement intéressant. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on est aux startups
Je pense qu'il faut passer au niveau suivant. Le niveau suivant, c'est ce qu'on va appeler le scale-up, hein. On a effectivement maintenant ces nouvelles technologies. Il va falloir qu'elles s'éclatent, qu'elles explosent et qu'elles soient présentées correctement. Et pour ça, la clé, c'est l'argent, hein. Donc, euh, il nous faut des investissements massifs. On a parlé juste avant de ça aussi. Euh, Aux États-Unis, ici, on voit très bien des petites boîtes dans les garages qui vont être financées à des millions de dollars. En France, il y a eu, grâce à la French Tech, la BPI, des choses qui se sont créées, c'est très bien. Maintenant, il faut vraiment passer à ce niveau supérieur. Il faut avoir du capital risque plutôt que des banques. D'accord. Donc, il faut vraiment risquer parce que la vérité de l'innovation ici, dans la Silicon Valley, c'est 90% d'échecs. D'accord. Il faut donc valoriser l'échec, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on se plante, on apprend. Et ça, c'est un peu un truc qu'on n'arrive pas à comprendre bien en France. Quand on se plante, on est plus ou moins banni après. D'accord. Nous, ici, quand on se plante, c'est une expérience. C'est quelque chose qui dit, j'ai fait une bêtise, la prochaine fois, je ne vais pas la refaire. Donc, c'est ça où le capital risque est bien différent des VC qui font juste de la banque. Pour venir à l'intelligence artificielle, quel rôle pour toi joue l'IA dans la chaîne de valeur de toutes ces technologies critiques dites de souveraineté numérique? Je pense bien sûr à l'IoT, je pense à la 5G dont tu as parlé, je pense au cloud, je pense à la cybersécurité, peut-être au edge computing et puis bien sûr au quantique. Pour toi, dans la chaîne de valeur, l'IA joue quel rôle? Elle est partout. Elle est fondamentale. D'accord. Alors, dans le quantique, c'est plus compliqué parce que c'est le quantique qui est fondamental dans l'IA. D'accord. Donc, ça sera une révolution dès qu'on arrivera à calculer des modèles beaucoup plus rapidement, beaucoup plus complexes, etc. Donc là, le quantique est un outil pour l'IA. D'accord. Mais sinon, l'IA pour tous les autres domaines dont tu as parlé, c'est la base même de ce qu'on peut faire, d'accord, de ce qu'on doit faire. Parce que ce sont la plupart de ces choses-là, la plupart de ce dont tu as parlé, ce sont des calculs, ce sont des outils hyper précis, des choses qui se font donc que nous, on ne peut pas faire, on ne peut pas suivre parce que c'est massif. D'accord. Alors, ce n'est pas massif forcément dans les données analysées, mais c'est massif dans le temps de calcul, c'est massif dans ces tâches qui sont donc complètement adéquates pour les IA. Tout à l'heure, dans l'étude qui a été présentée en introduction de cette journée, David Boni et Sandrine Catlat t'ont cité, hein, sur une longue citation, sur la définition de la souveraineté numérique, où on a l'impression que c'est un peu comme l'IA, il y a un effet un peu de distorsion sur la terminologie, sur le terme. Pour toi, c'est quoi la définition de la souveraineté numérique? C'est un peu ce que j'ai entendu juste avant aussi, là. C'est vraiment avoir la capacité d'avoir le contrôle end-to-end. D'accord. Je ne sais pas comment on dit en français exactement. Donc, end-to-end, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Bout à l'autre, on est capable de maîtriser les technologies et de maîtriser, d'avoir notre propre IP, quoi, notre propre intelligence, notre propre propriété intellectuelle. D'accord. Donc, il faut avoir des ingénieurs qui soient capables de voir le tout, d'accord, aussi des spécialistes dans chacun de ces domaines, et il y en a beaucoup des domaines, hein. Le end-to-end, ça implique beaucoup, beaucoup de choses. Donc, la souveraineté numérique, c'est la capacité à manager, à diriger, à comprendre chacune de ces étapes qui d'ailleurs est un arbre. C'est pas forcément linéaire comme on l'a représenté tout à l'heure, mais c'est un arbre parce que c'est très très compliqué. Il y a plein de branches différentes dans ces technologies et ça peut prendre des aspects très très différents. Mais la maîtrise, la compréhension et donc à la fin, ce qui a été dit aussi, l'éducation, ce sont les clés de la souveraineté numérique. Alors peut-être une dernière question, Luc, et puis ensuite on va te laisser aller te coucher, après une journée bien méritée. C'est une citation d'Albert Einstein que j'ai retrouvée, qui aurait écrit la phrase suivante. Les machines un jour pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune ne pourra en poser un. Quel est le problème que tu aimerais résoudre grâce à l'IA? Le problème, moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre des problèmes concrets. Le problème, c'est ce que j'appelle des vrais gens. D'accord. Donc, il n'y a pas un problème spécifique sur lequel je voudrais me focuser. Je veux juste que les gens soient contents avec ces technologies et ça leur donne du temps en plus
pour socialiser, pour faire autre chose que ce qu'ils auraient fait de ces tâches répétitives qui ne sont pas tellement intéressantes. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de donner du temps aux gens, pas pour qu'ils s'étalent sur des canapés à regarder des trucs débiles à la télé, mais pour qu'ils se parlent entre eux, pour qu'ils continuent à créer, pour qu'ils continuent à inventer, pour que l'humanité continue à avancer. Luc Julia, un grand merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions sur ces nouvelles frontières de l'IA, et à très bientôt donc à Paris ou à Palo Alto. Merci. Merci Thierry, à bientôt.